très honoré d'avoir été proposé comme parrain de la promotion 2023. C'est toujours quelque chose d'émouvant, même si ça paraît bête de le dire, mais je le dis quand même. Donc voilà, je vais essayer de tenir le coup jusqu'à juin 2024 pour la journée du master, pour être là quand même pour la journée du master pour la promotion 2024 et après, comme ça, on verra comment les choses se passent après. Alors, il m'a été demandé et proposé d'évoquer la question des arrêts, faire un état des lieux après les arrêts d'assemblée plénière de 2023. Pour faire cet état des lieux, il faut inscrire l'évolution dans l'histoire récente du droit du dommage corporel et notamment à la difficulté de mettre en œuvre, mais c'est ce qui a déjà été évoqué, des textes de droit de la sécurité sociale anciens, compte tenu des modifications législatives récentes du droit du dommage corporel. Alors, je vais reprendre quand même quelques bases textuelles, parce que de quoi parle-t-on? On parle d'abord de la rente accident du travail. Alors, la rente accident du travail, on a un article L434.1 du Code de la sécurité sociale qui nous dit que le montant de l'indemnité attribuée à la victime d'un accident du travail est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret. On a ensuite un article L434.2 qui précise le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Et si je reprends ça, c'est parce que c'est des questions qu'on s'est posées. Cette rente, c'est quoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elle indemnise finalement? Et lorsque l'incapacité permanente donc, est égale ou supérieure à un taux minimum, qui est 10%, eh bien, la victime a droit à une rente qui est égale au salaire annuel, donc là on est sur l'aspect salarial, multiplié par le taux d'incapacité, là on est sur l'incapacité, et puis on va réduire de moitié si c'est inférieur à 50%, pour la partie inférieure à 50%, puis on va au contraire le majorer de 50%, enfin le majorer pour lorsque c'est supérieur à 50%. Donc une rente qui finalement est déterminée en fonction à la fois de l'état physiologique, mais au regard d'un revenu, d'un salaire, et en fonction d'une capacité professionnelle ou d'une incapacité professionnelle. Ensuite, on a les textes sur la faute inexcusable. Qu'est-ce que nous disent ces textes sur la faute inexcusable? Que lorsqu'il y a une faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, et notamment une majoration des indemnités qui lui sont dues, et que, indépendamment de la majoration de la rente, eh bien, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, par elle endurées, ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Donc ça, ce sont les textes de la sécurité sociale, qui sont, et ça a été évoqué par Stéphanie tout à l'heure, bien antérieurs à la nomenclature d'Astillac, nomenclature qui, vous le savez, distingue entre les préjudices temporaires avant consolidation, dans lequel il y a notamment ce fameux poste des souffrances endurées, mais qui correspondent aux souffrances physiques et morales subies entre le fait dommageable et la consolidation, et le préjudice esthétique temporaire, et puis, de l'autre côté, les préjudices permanents, où on trouve le déficit fonctionnel permanent, qui inclut les douleurs permanentes. Et là, je commence à rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, ou dans le vif de la problématique. Après cette nomenclature d'Intillac, ça a été aussi évoqué par Stéphanie Porchy-Simon tout à l'heure, on a une loi du 21 décembre 2006 qui a modifié le recours des tiers payeurs en droit commun en modifiant l'article 31 de la loi de 85, lequel prévoit, premièrement, un recours
subrogatoire poste par poste. Alors, ça impose effectivement d'appliquer la nomenclature d'un TIAC, et c'est ce qui fait qu'elle est d'usage général. Mais ça veut dire surtout que lorsqu'on fait ce travail du recours des tiers payeurs, ben la question qu'on se pose, c'est la prestation, le poste de préjudice indemnisé, quel est le poste de préjudice indemnisé par la prestation servie par un tiers payeur, pour savoir sur quel poste ça va en exercer le recours. Donc, un recours subrogatoire poste par poste. Deuxième modification, un droit de préférence de la victime, lorsqu'elle n'a été prise en charge que pour partie par la prestation. Et enfin, troisième élément, la possibilité pour un tiers payeur, c'est le dernier alinéa de l'article 31, d'exercer un recours subrogatoire sur le poste de préjudice personnel s'il établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable ce poste de préjudice personnel. Quelle est la difficulté qui s'est posée au juge? Eh bien, la difficulté qui s'est posée au juge est la suivante. Un salarié, victime d'un accident de trajet assimilable à un accident de travail, mais indemnisé selon les règles du droit commun. Il subit un arrêt de travail d'1 mois. Et puis il est consolidé. Il reprend son activité professionnelle en conservant après la consolidation un déficit fonctionnel permanent de 8%. 8%, ça veut dire qu'on va lui attribuer une rente accident du travail, mais sous forme de capital, puisqu'on est en dessous des 10%. Notre salarié, et c'est là que ça commence à être compliqué, pour le juge, qui a un esprit simple, vous le savez. C'est compliqué parce que notre salarié, il reprend son activité professionnelle dans les conditions antérieures, il ne subit pas de perte de gain professionnel futur, et en plus, il ne demande pas l'indemnisation d'une incidence professionnelle. Son avocat n'était pas nécessairement très performant à l'époque. Alors là, ça devient compliqué parce que si on n'a ni perte de gain professionnel futur, ni incidence professionnelle, le juge est quelqu'un de pragmatique, il se dit, mais et la rente, elle indemnise quoi? C'est ça le problème qu'on se pose. Elle indemnise quoi cette rente? Eh bien, est-ce qu'elle indemnise le déficit fonctionnel permanent? Et derrière, est-ce que ça va permettre à l'organisme de sécurité sociale eh bien, d'exercer son recours sur ce poste de préjudice? Voilà la question qui s'est posée. Et c'est la Cour d'appel de Reims qui a initié la question. Et donc après, derrière plusieurs arrêts ont été rendus. 11 juin 2009, deuxième chambre civile. 19 mai 2009, juste avant, chambre criminelle. Donc les deux chambres qui traitent l'essentiel du dommage corporel ont traité ce sujet dans ces arrêts de 2009. Au visa de la réparation intégrale, la Cour de cassation juge quoi? Eh bien, elle juge qu'il résulte de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à une victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs, puis, deuxième chose, l'incidence professionnelle, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Qu'en l'absence de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle, la rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel qui est le déficit fonctionnel permanent. Que dans la mesure où la rente excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, répare nécessairement en tout ou partie le déficit fonctionnel permanent. Et alors, la cerise sur le gâteau, en l'absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versé à la victime en application de L434-1 s'imputent sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Et là où ça devient encore plus étonnant, c'est dans un arrêt du 22 octobre 2009, on est vraiment dans la foulée des arrêts de juin 2009, la deuxième chambre civile juge que, tout le monde est assis, mais vous le connaissez, lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus.
que pour les arrérages échus que pour les arrérages à échoir, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. C'était tellement simple. Donc, en gros, la prestation a effectivement et préalablement été versée. Et donc, on est pile poil dans le cadre du dernier alinéa de l'article 31. Alors, ces arrêts ont fait l'objet de commentaires partagés, dirons-nous. À l'époque, quand même, c'est intéressant de se replonger, parce qu'à l'époque, en fait, il y a des gens qui ont évolué, ce qui est bien, d'ailleurs, on peut s'en féliciter. Mais à l'époque, on lit les commentaires du professeur Groutel, du professeur Kézel-Ambrunas, du professeur Jourdain, qui trouvent que finalement, la constitution de la Cour d'association est assez logique, et les deux derniers, effectivement, ont évolué, puisque et d'autres commentateurs ont critiqué tout de suite la position de la Cour de cassation comme étant contraire à l'article 31 de la loi de 85, en raison des difficultés pour les victimes d'accidents du travail avec faute inexcusable d'obtenir l'indemnisation des souffrances. Pourquoi? Eh bien parce que, dès lors qu'on considérait que la rente indemnisait le DFP, dans le DFP, on a les souffrances permanentes, et donc, il fallait que nos victimes arrivent à prouver que les souffrances dont elles demandaient l'indemnisation au titre de l'accident du travail n'avaient pas déjà été indemnisées par la rente qui indemnise le DFP. Et ça, c'est une preuve qui est très compliquée à apporter, bien entendu. Et donc, c'était très difficile de prouver ça, de prouver qu'on avait des souffrances qui n'avaient pas déjà été indemnisées par le DFP, alors que, parce que faire le distinguo des souffrances entre... Alors, il y avait des souffrances temporaires, ça c'est sûr, on pouvait dire, elles n'ont pas été indemnisées par le DFP. Les souffrances, ce qu'on appelle, nous, les souffrances endurées en dommages corporels. Mais les souffrances permanentes, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, à la suite de cela, j'ai évoqué les arrêts de 2009. Le Conseil constitutionnel a quand même rendu une décision extrêmement importante le 18 juin 2010, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, puisque le Conseil constitutionnel vient dire, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L452.3 du Code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent, devant les mêmes juridictions, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale. Alors ça a ouvert beaucoup d'espoir, parce qu'on s'est dit, bon, on peut peut-être arriver à faire évoluer les choses. Et la Cour de cassation s'est appropriée cette décision du Conseil constitutionnel dans un arrêt du 4 avril 2012, en disant que les dispositions de L452.3, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi l'ensemble des dommages non couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale. Alors, ça avait quand même des incidences importantes, parce que concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que notre victime, à partir de là, peut demander l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Ça, c'est un arrêt de la deuxième civile du 7 mai 2014. Donc, les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante, etc. Le DFT, le préjudice d'agrément, après avoir admis l'indemnisation dans les troubles des conditions d'existence au titre du préjudice d'agrément, ça c'était un arrêt de 2011, la Cour de cassation ne l'admet désormais que pour indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, c'est-à-dire qu'on a aligné dans cet arrêt le préjudice d'agrément en droit commun avec celui qui était auparavant indemnisé plus largement, puisqu'il y avait également les troubles dans les conditions d'existence. La victime peut demander également, toujours dans la poursuite de cette décision du Conseil constitutionnel et de l'arrêt de 2012, le préjudice sexuel,
qui est apprécié distinctement du préjudice d'agrément, bien entendu. Ça, c'est un arrêt du 28 juin 2012. Et enfin, l'assistance tierce personne temporaire, c'est un arrêt du 20 juin 2013. Donc, voilà, on a commencé à gratter un petit peu ce qu'on pouvait gratter, en tous les cas, en application de cette... Mais il restait quand même un obstacle, c'est que les douleurs permanentes étaient toujours dans le DFP et que si la victime ne prouvait pas qu'elle avait des douleurs qui n'avaient pas été indemnisées par la rente au titre du DFP, eh bien, elle ne pouvait pas obtenir l'indemnisation de ces douleurs. Alors, le Conseil d'État, quant à lui, parce que lui, il jugeait les choses un petit peu différemment. Le Conseil d'État, lui, eh bien, il juge depuis longtemps que la rente accident du travail doit être regardée comme ayant pour objectif exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, et que dès lors, le recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale au titre d'une rente accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes et certainement pas sur un poste de préjudice personnel. En gros, le dernier alinéa de l'article 31 de la loi de 85, le Conseil d'État ne l'a pas digéré, sans doute. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais enfin, il ne l'applique pas. Voilà ce qui... Alors, c'est l'état de la jurisprudence au moment de nos deux arrêts, donc du 20 janvier 2023. La Cour de cassation, à cette occasion, était saisie de deux pourvois. Deux pourvois, un premier contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, 29 octobre 2020, qui rejetait la demande de la victime d'une maladie professionnelle au titre des souffrances physiques et morales indemnisées au titre du DFP, déjà indemnisées par la rente. La Cour d'appel de Caen avait fait une application stricte et rigoureuse de la jurisprudence de la Cour de cassation, donc on ne saurait pas le lui reprocher, bien entendu. Et un second pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, qui lui est un arrêt de rébellion, puisque c'était après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Metz qui confirmait le jugement de l'indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime. Et donc, dans les deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2003, la Cour de cassation a opéré un revirement à 180 degrés, disons-le, par une motivation que je qualifie d'innovante. Pourquoi ? Parce que, si vous lisez l'arrêt, c'est assez nouveau hein, comme type de motivation. C'est la Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les PGPF, d'autre part, l'incidence professionnelle, et enfin, le déficit fonctionnel permanent. Ça, c'est la jurisprudence qui existait jusqu'en 2009. La Cour de cassation, toujours elle, n'admet que la victime percevant une rente accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, ce que je viens d'évoquer. Paragraphe suivant. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L434.2 du Code de la sécurité sociale. Donc là, en clair, on prend en compte ce que nous a dit la doctrine, qui a été critique par rapport à notre jurisprudence, et on se dit qu'effectivement, par rapport au caractère forfaitaire de la rente, ça ne va quand même pas très bien avec. Par ailleurs, c'est le paragraphe suivant, il ressort des décisions du juge du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel. Donc là, la Cour de cassation, après s'être intéressée à la doctrine, s'intéresse aux victimes. Enfin, poursuit la Cour de cassation, le Conseil d'État juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée à l'article L431.1 du Code de la sécurité sociale et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L434.2 du même Code. Donc là, on reprend la logique d'indemnisation de la rente qui est calculée sur le salaire et donc à un aspect strictement professionnel et pas personnel.
Donc, sur une base forfaitaire, les préjudices subis de la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire les post-pertes de gains professionnels et incidences professionnelles de l'incapacité, et que dès lors, le recours exercé par la Caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et pas sur un poste de préjudice personnel. Ça, c'est la jurisprudence du Conseil d'État depuis 2013. C'est un avis du 8 mars 2013, donc, qui a été adopté par le Conseil d'État. La doctrine, les victimes qui n'arrivent pas à prouver, le Conseil d'État qui juge différemment, voilà les trois considérations, l'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Alors, je dis que c'est innovant parce que, voilà, c'est quand même, ça montre que la Cour de cassation n'est pas dans une tour d'ivoire, qu'elle s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle, qu'elle regarde ce qui se passe autour d'elle, et que, voilà, elle prend un peu les éléments, et c'est en ça que la motivation est un peu innovante et assez nouvelle. Alors, la portée de ces arrêts, elle est assez importante, vous l'avez compris, parce que la portée des arrêts ne va pas se limiter à la question de la faute inexcusable. Enfin, a priori, on peut le penser. Ces arrêts, bien sûr, ils ont, premièrement, pour conséquence de faciliter, d'améliorer l'indemnisation des victimes de fautes inexcusables à l'occasion d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle, puisque ces victimes vont désormais pouvoir demander l'indemnisation des souffrances subies tant avant consolidation qu'après consolidation, sans qu'on puisse leur opposer que ça a déjà été indemnisé par la rente, puisque le DFP n'indemnise plus la rente. Au-delà des souffrances, les victimes de fautes inexcusables vont pouvoir solliciter l'indemnisation de l'ensemble du déficit fonctionnel permanent, et pas seulement des souffrances permanentes. Troubles dans les conditions d'existence, déficit physiologique et psychique, la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, il s'agit d'un dommage non couvert par le livre 4 et en conséquence indemnisable donc dans son ensemble, pour reprendre les termes de la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel. Et puis enfin et surtout, au-delà des victimes de fautes inexcusables, ces arrêts ne sont pas sans conséquence sur le droit commun du dommage corporel et sur le recours des tiers payeurs, puisque même si les arrêts sont rendus dans des espèces relatives à une faute inexcusable, la généralité de la motivation, c'est clair, c'est, je cite, « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». Il n'y a plus de sujet, en quelque sorte. Démontre que ces arrêts ont vocation à s'appliquer à l'ensemble du droit du dommage corporel. Ces arrêts remettent en cause, bien entendu, l'assiette du recours des tiers payeurs qui versent une rente. Il ne pourra désormais exercer son recours subrogatoire que sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle, mais pas si ces deux postes de préjudice sont insuffisants à couvrir la rente, il ne pourra pas aller sur le recours, étendre son recours sur le déficit fonctionnel permanent. Et puis, la solution devrait sans doute être étendue à d'autres prestations, comme, parce que certes, il n'y a pas que la rente AT, mais on sait que la Cour de cassation a déjà, dans des arrêts précédents, étendu la solution adoptée en admettant le recours sur le poste de DFP à d'autres types de prestations. Eh bien, là encore, on pense qu'effectivement, ça va être étendu. Cette nouvelle jurisprudence va viser d'autres prestations, que ce soit notamment la rente invalidité ou l'allocation temporaire d'invalidité, qui seront certainement impactées par ce revirement de jurisprudence. Alors, vous avez compris que c'est pas très simple tout ça dans cette affaire, parce que, bon, certes, on rend un arrêt, bon, on dit c'est comme ça, d'accord, mais on est quand même, on est là à essayer de faire rentrer des textes de droit de la sécurité sociale sur l'accident du travail et la maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable, dans les chaussures de la nomenclature d'Intillac et de la loi de 2006. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Alors, on pourrait dire que c'est un dialogue de sourds entre la sécurité sociale et le droit commun, mais c'est surtout un dialogue juridique qui est un peu compliqué à mettre en place, parce que moi, ça me faisait penser un peu au puzzle, vous savez. On fait un puzzle, puis il y a une pièce là qu'on rajoute. Ah, ça va pas, on force un peu pour que ça rentre, et puis pour arriver à mettre le truc, quoi. Mais c'est vraiment ça qu'on fait. On fait, voilà, on essaye de concilier des textes qui sont quand même pas faits pour se mettre ensemble. Alors, il reste quand même que, même si le poste de DFP est désormais préservé du recours, le projet de réforme de la responsabilité civile, s'il était adopté, modifierait encore, vous le savez, le mécanisme du recours des tiers payeurs, puisqu'il supprimerait
le droit de préférence de la victime et reviendrait à une répartition au prorata des créances entre la victime et la caisse de sécurité sociale. Et puis, il semblerait aussi qu'il y ait des évolutions, mais je ne dévoilerai pas plus, des négociations, semble-t-il, pour, une fois encore, dire que vraiment la Cour de cassation a fait n'importe quoi, que vraiment ils sont un peu luberlus dans cette Cour de cassation, et donc qu'on va trouver une loi pour défaire ce qu'a envisagé de faire la Cour de cassation, comme on a su le faire pour la GPA, quand on a défait la jurisprudence Ménesson par l'adoption d'une loi sur la PGA. Ben, c'est pareil, voilà. Peut-être que le législateur va défaire ce qu'a fait la Cour de cassation, mais ça, c'est la règle du jeu institutionnel. À suivre. Merci. C'est mon tour. Bien. Je voudrais commencer par te remercier, Laurence. Merci de cette invitation. Merci de me faire intervenir depuis toutes ces années dans ton master. Alors, Strasbourg-Chambéry, c'est un peu loin. Et la visio, c'est un peu pratique. Mais je dois vous dire, à vous, les étudiants que j'ai en face de moi et que je vois pour la première fois en vrai, même si vous êtes encore sous le coup de l'émotion terrible de l'annonce de votre parrain et que, bon, je fais pas le figure à côté, que je suis vraiment très heureuse de vous voir en vrai aujourd'hui. Voilà. Alors, on a eu l'état des lieux, je dois vous faire l'état des vœux et je vais vous prier de m'excuser d'avance parce que parfois j'ai l'impression de ne faire que me répéter. Je me répète dans les colloques, je me répète dans mes articles. C'est un peu une figure de style de dire toujours et encore la même chose pour faire peut-être avancer un peu les choses. Donc, si vous avez déjà entendu ce qui va suivre, je ne sais pas, évadez-vous. Voilà. Alors, Stéphanie Porchet-Simon nous a rappelé les chiffres tout à l'heure de la sinistralité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a un certain nombre de convergences entre nos interventions. Mais quand elle a rappelé les chiffres, je me suis souvenue à quel point il est amusant de se rendre compte, amusant ou pas, hein, de se rendre compte qu'en fonction des bilans et en fonction des messages que la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, veut nous faire passer, ce ne sont pas les mêmes chiffres qui sont mis en avant. La littérature grise de la CNAM n'est pas en accord avec elle-même, parce que si les chiffres qu'elle nous a énumérés tout à l'heure sont effectivement ceux qui sont mis en avant pour nous dire que la sinistralité a chuté de façon considérable, et pour se féliciter des efforts de prévention qui ont été mis en place dans notre pays, on en trouve d'autres dans d'autres documents qui sont produits par les mêmes institutions et qui, cette fois, nous donnent 777 970 accidents du travail, 120 938 accidents du trajet et 64 011 maladies professionnelles pour la seule année 2021, reconnue par les caisses de sécurité sociale. Et pareillement, pour les blessés des accidents de la circulation, on va trouver encore d'autres chiffres, et la fourchette la plus haute, on est à 230 000 accidents de la circulation. Donc vous voyez un petit peu, quand on met en rapport les ordres de grandeur et les masses, à quel point les accidents du travail et les maladies professionnelles sont un phénomène massif et sont la première cause d'accidentalité aujourd'hui dans notre pays. Pour vous donner encore des ordres de grandeur, pour autant, et ça va nous amener sur les questions de réparation, pour autant, malgré ce phénomène excessivement massif, la branche AT-MP, ce n'est jamais qu'un budget de 14 milliards d'euros. Alors vous me direz, 14 milliards d'euros, c'est quand même pas mal. Oui, l'assurance maladie, c'est 238,7 milliards d'euros. Et là encore, on voit les ordres de proportion. Et je vais redonner un chiffre que j'aime beaucoup donner parce que ça nous donne encore une idée. Pour les seules rentes dont on vient de parler et dont il est tellement question en ce moment, on a en France aujourd'hui 1 307 534 personnes qui en sont individuellement titulaires pour un montant de 4,3 milliards d'euros en 2021. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de parler des vœux de réparation intégrale et donc d'aller sur la réparation. Mais je voulais revenir quand même sur certains éléments, sur certaines bases qu'il faut avoir et qu'on a déjà entendues, mais revenons-y pour bien les avoir en tête. Le principe de la réparation des AT-MP, parce que là, on a entendu parler du DFP, on a entendu parler de la faute inexcusable, mais
Le principe, c'est la réparation forfaitaire. C'est la réparation forfaitaire. Et effectivement, c'était une avancée en 1898, mais cette réparation forfaitaire, c'est ce qu'ont concédé au patronat les travailleurs dans le cadre du compromis social, le deal en béton, en échange de la reconnaissance facilitée de l'accident du travail, mais aussi en échange, et on l'a un peu entendu aussi, de l'immunité civile de l'employeur. Donc, sa responsabilité de droit commun ne peut plus être recherchée dès lors que la législation du risque professionnel trouve à s'appliquer. Donc, on l'a entendu, on peut avoir une réparation intégrale pour certains dommages strictement limités lorsqu'on est à des frontières de régime d'exception, amiante, infraction, accident de la circulation. Et là encore, trouver les chiffres. C'est étonnant comme trouver des chiffres que tous les assureurs doivent avoir. Hein. C'est étonnant comme c'est difficile. Mais trouver les chiffres, ça nous amène à quelque chose comme 55 000 accidents du travail qui seraient également des accidents de la circulation. 2500 maladies professionnelles qui seraient prises en charge par le FIVA, donc on est sur l'amiante. Et puis, si on est sur la faute inexcusable, dont on a déjà bien parlé, on serait entre 2500 et 3 000, bon an, mal an. 55 000 plus 2500 plus, allez, 3 000 parce qu'on va être sur une année généreuse. Je vous renvoie aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sur la réalité de la sinistralité. Tout le reste, tous ces autres, ce n'est jamais que de la réparation forfaitaire. Pour tous ceux qui ne bénéficient pas d'un régime d'exception, c'est donc tout à la fois une réparation particulièrement lacunaire des préjudices économiques, alors que c'est censé être l'objet même de la réparation des AT-MP, donc réparation très lacunaire, et puis absence totale de réparation des préjudices subjectifs qui demeurent, puisque la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Alors pourquoi une indemnisation si indigente ? On l'oublie un petit peu trop facilement parce que en 1898, à l'élaboration de la loi, il fallait se prémunir contre un risque extrêmement évident, que l'accident industriel devienne une perspective de manne financière pour les intéressés et que tous les ouvriers aillent mettre les mains dans les machines pour être rentés et pensionnés par celui qu'ils allaient ruiner. Et en 2023, ce qui est quand même tout à fait singulier dans notre législation, c'est que les termes du compromis n'ont pas changé depuis 1898 et que si vous ouvrez un code de la sécurité sociale, les termes des textes dans le code de la sécurité sociale ont très peu évolué par rapport à ceux de la loi de 1898. Alors, la ligne de conduite que je me suis fixée pour cette intervention, c'était de ne pas vous assommer avec de la technique. Je vais revenir sur ce vœu de la réparation intégrale et je vais me poser cette question. Existe-t-il vraiment ? Et puis ensuite, je vais revenir sur sa réalisation qui nécessiterait, mais on l'a déjà bien entendu, une réforme en profondeur de la branche AT-MP qui serait extrêmement problématique, quand bien même une volonté existerait, ce qui, je le redis, ou je vous l'annonce, n'est pas le cas. Et ce qui va suivre, et j'en suis vraiment désolée d'avance, c'est avant tout un discours très désabusé, de celles qui se félicitent de ce que les AT-MP se soient vus mis en lumière par les arrêts de l'Assemblée plénière et de ce qu'ils vont donner lieu cette année, dans l'année à venir, on nous l'annonce, à un certain nombre de colloques, à un certain nombre de manifestations scientifiques. Mais je crains malheureusement qu'il n'y ait pas ou plus grand-chose à en attendre. Et j'espère que je ne vais pas vous plomber le moral, mais le mien, il n'est pas au top, je dois vous le dire. Alors commençons par, existe-t-il une véritable volonté de réparation intégrale des AT-MP d'abord ? De la part des victimes et de la part de ceux qui les défendent, à l'évidence. De la part de certains membres de la doctrine, assurément. Mais le droit, avec un D majuscule, a rejeté l'argument de l'inégalité des victimes du risque professionnel au regard des autres victimes du dommage corporel, et il n'existe, à ma connaissance, aucune volonté politique de mettre en œuvre cette réparation intégrale et aucune revendication qui serait portée par les syndicats représentatifs des salariés
dans cet objectif. Et pour vous en faire la démonstration, je vais osciller entre des considérations qui touchent à la réparation forfaitaire, d'autres qui touchent à la réparation de la faute inexcusable, mais qui toutes deux vont tendre au même constat, la réparation intégrale, pardon, mais on n'en veut pas. Ainsi, sur l'inégalité qui est subie par les victimes du risque professionnel et qui a pu être parfois qualifiée en effet de discrimination, elle ne semble pour autant poser aucune difficulté, ni pour nos juridictions internes, ni pour les juridictions européennes. Et je vais reprendre les décisions dont on a parlé à l'instant, et avec simplement une autre lecture, parce que moi, ma porte d'entrée n'est pas la même. On a parlé du Conseil constitutionnel le 18 juin 2010. Le 18 juin 2010, il ouvre la porte pour la réparation de la faute inexcusable, mais il est aussi saisi de la question de l'inégalité de traitement qui est faite à toutes les victimes du risque professionnel qui, elles, n'ont droit qu'à la réparation forfaitaire. Inégalité de traitement, voilà la question qui lui est posée, et sa réponse dans son considérant numéro 16 de cette décision au Conseil constitutionnel, c'est que la réparation forfaitaire à laquelle sont soumises les victimes d'accidents du travail et de la maladie professionnelle ne constitue pas une restriction disproportionnée au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis. Donc le Conseil constitutionnel valide la réparation forfaitaire. À sa suite, et on vient d'entendre parler de l'arrêt du 4 avril 2012 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, mais à sa suite, cet arrêt, certes, il va digérer la réparation complémentaire améliorée, mais il va exclure, et il ne peut pas faire autrement, il va exclure la réparation intégrale des préjudices. Et un an plus tard, toujours la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et là c'est l'arrêt du 28 juin 2013 dont on vient de parler, elle va rejeter l'argument de la discrimination entre les victimes du risque professionnel et les autres victimes de dommages corporels, et elle va préciser qu'il ne s'agit pas d'une discrimination prohibée par la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Elle ne peut pas faire autrement, elle est tenue par le Conseil constitutionnel, il ne lui appartient pas de réformer la législation. Seule solution pour la Cour de cassation, appeler incessamment au fil de tous ses rapports annuels à une réforme de la réparation des AT-MP, appeler le législateur à bouger et à mettre enfin en œuvre une modification législative pour aller vers la réparation intégrale. Alors, la deuxième chambre civile nous dit pas de contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme au titre de la discrimination. Il était donc logique qu'un jour, quelqu'un aille devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour porter cet argument. Et on va le voir, cet argument ne porte pas plus devant la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'elle l'a exprimé dans un arrêt Sommier contre France du 12 janvier 2017. Alors, c'est un arrêt qui ne se prononce pas sur la réparation forfaitaire, mais sur la réparation de la faute inexcusable, mais qui, pour exclure la réparation intégrale de la faute inexcusable, revient sur la réparation forfaitaire. Au soutien de sa demande devant la CEDH, la requérante avait utilisé, vous savez, il faut 2 articles, l'article numéro 1 du protocole additionnel sur le droit de propriété et puis l'article 14 de la Convention, selon lesquels, qui interdit la discrimination. Donc je vous le lis. Ce qui est interdit, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la précédente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée, alors là vous avez l'habitude, sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Interdiction des discriminations fondées sur toute autre situation. Alors, dans cette décision, la Cour européenne des droits de l'homme nous rappelle que la différence doit résider dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Et donc, va se poser la question de savoir si la victime d'AT-MP est placée dans une situation analogue à celle d'une victime d'un autre dommage corporel. Une telle distinction qui serait opérée serait discriminatoire si elle manquait de justification objective et raisonnable.
Et la Cour européenne des droits de l'homme va estimer que les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle causée par la faute de l'employeur et des individus qui seraient victimes de dommages corporels ou d'atteintes à la santé causées par la faute d'une personne qui n'est pas leur employeur ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables. Il s'agit de régimes juridiques distincts pour des personnes qui sont dans des situations distinctes. Et qu'est-ce qui va les distinguer? C'est cette fameuse automaticité de la réparation ouverte aux victimes du risque professionnel au terme de la loi du 9 avril 1898, qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute. Et on a cette phrase tout à fait savoureuse dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le régime juridique propre de la relation de travail se distingue nettement du régime général des relations entre individus. Alors, à se demander si ce n'est pas une relation individu, ce que c'est qu'une relation de travail, enfin, quoi qu'il en soit, la relation de travail, ce n'est pas une relation entre individus. La réparation forfaitaire, elle est automatique, et donc on est dans des situations distinctes, et on ne peut même pas se poser la question de l'inégalité de traitement. Il ne saurait y avoir de violation de l'article 14, associé au protocole, à l'article 1er du protocole numéro 1, et donc sur le plan du droit, je le redis, il n'y a aujourd'hui aucun argument, ni de droit interne, ni de droit européen, en faveur de la réparation intégrale. Mais, je vous le disais, y a-t-il seulement une quelconque volonté politique de parvenir à la réparation intégrale, et votre parrain nous faisait un petit teasing, donc moi je vais vous en parler. Ce n'est pas ce qui ressort des dernières négociations entre les partenaires sociaux, et je vous renvoie à un accord national interprofessionnel récent du 15 mai 2023 de la branche AT-MP qui s'intitule « Branche AT-MP, un consensus social réaffirmé par une prévention ambitieuse, une réparation améliorée et une gouvernance paritaire renforcée ». Alors, l'ambition, après avoir réaffirmé que les partenaires sociaux entendent améliorer la réparation et l'accompagnement des victimes dans le respect du compromis social et historique qui fonde la branche AT-MP, après avoir précisé que les partenaires sociaux réaffirment qu'il s'agira de mettre en adéquation les pratiques et les besoins pour faciliter la réparation et son accès, donc là, vous voyez, on monte, on est heureux, on est plein d'espoir, eh bien, on arrive sur une page 21, dans laquelle on lit « Les partenaires sociaux sont attachés à ces principes découlant de ce compromis historique, notre deal en béton, et rappellent que leur objectif premier est de faire en sorte que les victimes bénéficient d'une juste réparation à la hauteur de leur situation. Ils demandent, tout naturellement, à ce que les derniers arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, qui interrogent certains aspects de la réparation, ne remettent pas en cause ce compromis. » Je poursuis. Et ça, c'est en gras dans le texte. Pour ce faire, ils appellent le législateur à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la nature duale, donc DFP plus PGPF, perte de capacité de gain, donc je redis, pour ce faire, ils appellent le législateur à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la nature duale de la rente AT-MP ne soit pas remise en cause. Même la CGT a signé l'accord national interprofessionnel. Voilà. Donc, pas d'arguments dans notre droit interne et dans notre droit européen, pas de volonté politique, pas de volonté syndicale. Donc, la réparation intégrale est à des vœux. Je crois qu'on est encore très peu à en formuler le vœu. Alors, les syndicats n'en veulent pas, le législateur n'en veut pas non plus, politiquement, on l'a dit aussi, les questions sont trop techniques pour donner lieu à de véritables revendications ou pour être saisies par l'opinion publique. Elles ne sont pas portées, pas intelligibles, pas grand public. Pourquoi s'acharner à trouver des pistes d'amélioration ensuite? Et comment s'acharner? Parce que pour le salarié, la survenance de l'accident du travail, moi je vais reprendre les termes d'Yves Saint-Jour, c'est la double catastrophe. C'est une atteinte au corps, à l'esprit, et puis c'est une réparation qui est indigne. Parce que la sinistralité en France, on l'a entendu aussi, est la plus forte d'Europe.
et que même si on a eu un petit creux avec la massification du télétravail à la suite de la crise Covid, on ne descend plus sous un seuil qui reste intolérable. 645 morts d'accidents du travail, 1082 morts de maladies professionnelles tous les ans, et on ne compte même pas les accidents de trajet, c'est intolérable. Et puis parce que même si le droit ne le reconnaît pas, et je vous l'ai démontré, ou ne la reconnaît pas, cette inégalité de traitement, on est tous, je pense, d'accord pour dire qu'elle existe et qu'elle nous heurte. Alors, afin de trouver un remède à cette situation, de nombreux acteurs ont été amenés à travers les années à apporter leur expertise au soutien de propositions de réforme. Cour des comptes, IGAS, parlementaires. Des pistes ont été également tracées par la doctrine. Chacun des rapports, chacune des propositions souligne la complexité d'une matière qui comprend de très nombreuses ramifications en termes de responsabilité, en termes d'imputabilité des coûts, alors que les données essentielles au débat demeurent indisponibles, toujours des questions de chiffres. Il s'agirait d'apporter des modifications à une loi assise sur un compromis social, donc assise sur ce compromis entre les organisations syndicales, dont on a vu ce qu'elles font quand on leur demande leur avis, tout en respectant leurs exigences respectives. Il faudrait améliorer le sort des victimes et il ne faudrait pas grever le coût du travail. On l'a beaucoup entendu, la petite rengaine, la ritournelle du coût du travail, ces dernières années. Il faudrait ne pas écraser les employeurs de nouvelles charges, mais il faudrait inciter plus à la prévention. Alors, on le voit, on a ces profondes oppositions qui semblent rendre illusoire toute possibilité de consensus, et tous les regards se tournent encore et toujours vers le législateur, dont l'inertie sur la question est criante. Et puis, en 2023, après la réforme des retraites, qui peut imaginer une seule seconde que le législateur va nous mettre un doigt dans l'engrenage de la réforme des AT-MP? Bon, mais peut-être qu'il va nous faire ça dans 3 mois et que j'aurai eu tort et que je serai encore plus désespérée que le propos que je suis en train de vous tenir. Alors, les réformes... Stéphanie Borges-Simon en a déjà parlé, donc je vais aller très vite et puis ça laissera plus de temps aux autres intervenants. Mais les propositions de réforme... doctrinales, elles sont anciennes. Rien de nouveau n'a été évoqué depuis une bonne dizaine d'années. Alors, est-ce que c'est parce que tout le monde partage mon désespoir, ou est-ce que c'est parce que on a déjà tout réfléchi, tout écrit, tout proposé et qu'il n'y a plus de renouvellement possible? Je pense que c'est plutôt ça l'explication. Et puis, ces propositions, elles sont structurelles et elles impliquent d'interroger la technique juridique à l'œuvre. Et c'est toujours le même hiatus entre droit de la responsabilité civile et droit de la sécurité sociale. Et elles conduiraient nécessairement à ébranler l'édifice dans ses fondations. Donc, on l'a entendu tout à l'heure, un retour à la responsabilité civile en proposant, par exemple, à la victime de choisir son terrain d'action entre une réparation dans la sécurité sociale ou tenter sa chance du côté de la responsabilité civile, mais qui serait circonscrite cette option à la seule faute inexcusable. Donc, je redis, 2500 personnes par an. On n'est quand même pas sur quelque chose d'extrêmement massif. Alors, il faudrait abroger l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale, faire sauter l'immunité civile de l'employeur. Et je pense qu'à bien y réfléchir, il s'agirait de la solution la plus facile à mettre en œuvre. Ça ne permettrait pas d'améliorer le sort de 99,9% des victimes, 99, j'exagère, des victimes d'accidents du travail, mais bon... Ce serait extrêmement facile, ça ne coûterait pas tellement plus cher. Les employeurs sont déjà assurés contre la faute inexcusable, donc c'est un aménagement qui est relativement simple. Et puis, ça permettrait de ne pas écarter les AT-MP de leur branche et du droit de la sécurité sociale. Et puis, il y a cette proposition qu'on a entendue tout à l'heure, celle de dynamiter la branche AT-MP, celle de sortir le droit des accidents du travail de la sécurité sociale. Et puis,
à nouveau cette petite musique qu'on entend assez souvent sur, avec les évolutions de la responsabilité civile qui s'est objectivée, finalement la victime d'accident du travail n'aurait aucune difficulté à faire reconnaître son dommage et à le faire réparer par l'employeur sans en passer par le droit de la sécurité sociale, sans en passer par l'immunité civile et sans en passer par la réparation forfaitaire. Alors, après des années à y réfléchir de façon assez intense, je dois vous dire que ma position est très clairement que ce serait une très mauvaise solution. Et ce serait une très mauvaise solution, pas tellement pour l'accident du travail, parce que l'accident du travail, oui, ça faciliterait beaucoup les choses, mais l'histoire serait tout autre pour les maladies professionnelles. Parce que risquerait de poser des difficultés qui seraient tout à fait inextricables et l'on en reviendrait à créer alors une nouvelle inégalité, mais cette fois entre les victimes d'un dommage professionnel en fonction de la nature de ce dommage et cela conduirait à une moins bonne réparation pour les personnes malades qui retomberaient, elles, dans le giron de l'assurance maladie et ça ferait en sorte que c'est la collectivité nationale qui se retrouverait à payer les maladies professionnelles au même titre que les maladies ordinaires et à dégager entièrement les employeurs. Et donc là, pour sortir d'une inégalité, on en créerait une autre. Je ne suis pas certaine finalement que ce soit une très bonne solution. Quitter la sécurité sociale, cela signifierait aussi qu'il faudrait procéder à un transfert du risque aux assurances privées et donc revenir à la situation qui préexistait l'intégration des AT-MP dans la sécurité sociale en 1946. Il en découlerait un certain nombre d'effets qui ont été très bien décrits. Je vous le dis, il n'y a rien de neuf dans ce que je vous dis. Qui ont été très bien décrits par Maryse Badel, qui est une collègue de Bordeaux, dans un article à Droit social, déjà en 1998, hein, donc ça date. Mais soumission aux lois du marché, hétérogénéité du traitement des victimes en fonction de la garantie. On pourrait aller plus loin. Qui devrait payer la cotisation? Qui devrait s'assurer finalement? Est-ce que ce serait l'employeur ou est-ce que ce serait le salarié? Est-ce que le salarié n'aurait pas plutôt intérêt, lui, à s'assurer contre le risque professionnel? Et puis l'employeur, si c'était à lui de supporter la cotisation, il aurait plutôt tendance naturellement à aller chercher la compagnie qui lui offrira le taux le plus avantageux plutôt que d'être incité à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise. Donc un certain nombre d'effets pervers qui font que ce n'est peut-être pas là qu'il faut aller chercher la solution pour parvenir à la réparation intégrale, dont j'aurais dit que personne ne la veut, mais bon, on ne sait jamais, voilà. Alors, la seule piste qui me semble réellement souhaitable, c'est celle du maintien du risque professionnel dans la sécurité sociale, avec une rénovation de la réparation par l'abandon de la notion d'IPP. Et la mise en place de la réparation dissociée des préjudices. Donc, une réparation pour le préjudice physique, une autre réparation pour les préjudices économiques. Et je pense que c'est à cette condition seulement qu'on pourrait atteindre une réparation intégrale pour les victimes d'AT-MP. Et je le redis, pour toutes les victimes d'AT-MP, pas seulement celles qui sont dans les régimes d'exception ou dans la faute inexcusable. Pour rappel, une rente AT-MP, mais on l'a déjà dit, c'est un taux d'incapacité qui est multiplié par un salaire, un taux d'incapacité qui s'appuie sur un barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, un barème, on l'a déjà dit, qui ne prend en considération la personne que dans son corps laborieux. Alors là encore, Yves Saint-Jour avait une expression que j'aime beaucoup et qui dit tout, qui ne prend en compte le travailleur que comme un déchet humain de l'industrie. Je pense que tout est dit. Et donc, il s'agirait de sortir de cette logique. Mais sortir de cette logique, ce ne serait pas non plus lui substituer la notion assez insatisfaisante de DFP, je pense. Mais peut-être que là, je suis à contre-courant, qui nous mêle l'atteinte physique objective et des postes de préjudice subjectifs tels que les souffrances. Et on pourrait presque se prendre à rêver que
une réforme ou une rénovation de la réparation des AT-MP servent à nouveau d'aiguillon pour le droit du dommage corporel, pour le droit commun, et pardon, je suis désolée, et viennent à remettre à plat finalement cette catégorie DFP dont on voit là, après les arrêts du 20 janvier 2023, qu'elle va nous reposer les mêmes problèmes avec les souffrances physiques, puisque la rente n'indemnise pas le DFP, mais L452-3 nous dit que les souffrances physiques sont indemnisées en dehors et que l'incidence professionnelle aussi. Enfin bon, bref, je ne reviens pas là-dessus. Je vais en rester là pour vous dire simplement que on est dans l'impasse. Et que j'aurais aimé vous dire que la réparation intégrale n'est pas qu'une douce utopie, que le vœu de la réparation intégrale pour des centaines de milliers de victimes annuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles ne restera pas qu'un vœu pieux. Mais peut-être que, Laurence, tu me réinviteras d'ici quelques années. Et peut-être qu'on reviendra sur cette intervention et qu'on se dira que j'ai retrouvé le moral. Je vous remercie.